Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré aux nouveautés et au retour d'usage sur l'occupation des sols Grand Est à grande échelle. Donc vous êtes nombreux et nous vous en remercions. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels. C'est un rendez-vous aujourd'hui qui s'inscrit donc dans un programme un peu plus global de Data Grand Est, le jeudi Abonnez-vous. Donc c'est un rendez-vous qui a lieu tous les premiers jeudis du mois, donc sur un format assez court d'1 heure. Les sujets traités sont en lien avec la data, géographique ou non, et ce sont vraiment des rendez-vous qui se veulent participatifs pour vous et avec vous. Et donc je vous invite à retenir la date du prochain rendez-vous qui sera donc le jeudi 1er septembre et le thème sera consacré à la BD ortho. En termes de bonnes pratiques, si vous le pouvez, privilégiez plutôt le navigateur Chrome. Les présentations, enfin la plupart des présentations et enfin toutes celles d'aujourd'hui ont été préenregistrées. Ça nous permet en fait de nous prémunir de risques de coupure de connexion et ça facilite aussi les diffusions et les replays. Par contre, donc, les intervenants auront aussi la possibilité de vous répondre en direct à vos questions. Donc, et pour cela, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et non chat en bas à droite de votre écran. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les replays sur notre site Data Grand Est, mais également sur la chaîne YouTube. Xavier, je te laisse présenter l'ordre du jour. Oui, merci Amandine. Alors l'ordre du jour qui vous est proposé aujourd'hui va porter en premier lieu sur le site de consultation de l'occupation du sol, ce qu'on appelle communément la visionneuse occupation du sol, qui sera présentée par Maxime Viter de Kermap, avec notamment des innovations autour du moteur de recherche et de la comparaison cartographique entre territoires. Le deuxième sujet va porter sur la tâche artificialisée Grand Est, donc menée par l'Université de Strasbourg, la plateforme d'application de surveillance satellitaire, qui va présenter ses résultats de la recherche sur les images satellitaires à haute fréquence, au profit d'un outil de signalement des éléments nouvellement artificialisés, avec une série de données annuelles qui va décrire ces signalements de façon plus précise. Également, en troisième point, l'occupation du sol dans le cadre de l'élaboration du PLU du Grand Nancy, donc présenté par Thomas Demol, qui va aborder la question des mesures de la consommation des ENAF à travers un cas d'usage que la Scalène utilise. Et puis, en dernier lieu, un outil de signalement qui est mis en place, GeoContrib, que Antoine Richard de Data Grand Est va vous présenter, qui va indiquer comment les anomalies constatées sur la base d'occupation Grand Est pourront être remontées sur cette plateforme dans les mois prochains. Voilà pour ce programme. Et je pense qu'on peut commencer directement par la présentation des fonctionnalités de l'occupation du sol par Maxime Viter de Kermap. Kermap, en partenariat avec la région Grand Est, Data Grand Est et l'Adriane, vous propose un petit tour d'horizon des dernières fonctionnalités de la plateforme de visualisation de l'occupation du sol de la région Grand Est. Tout d'abord, une page d'accueil revisitée avec un peu plus d'informations sur les millésimes associés à la production, un accès direct aux données et puis un accès direct à la recherche de votre territoire, commune, EPCI, SCOT, PNR ou département. Nous basculons ensuite sur la page Explorer où on retrouve notre visuel cartographique, les premiers chiffres clés du territoire interrogé et un certain nombre de nouveaux paramétrages disponibles. L'opacité, le sélecteur de niveau de nomenclature et le fond de carte d'orthophotographie associé à la pollution du millésime. Un nouvel outil va vous permettre de venir consulter directement la base de données. Ici, via un simple clic d'information bulle, on va pouvoir retrouver pour chaque polygone sa description dans la nomenclature de l'OCS GE2.
L'intégration de l'outil Swipe est également une nouveauté pour venir comparer via une séparation d'écran les 2 millésimes disponibles sur la plateforme. On va pouvoir configurer de manière indépendante les 2 parties de la carte et ainsi visualiser les évolutions qui peuvent apparaître sur un territoire, notamment en rebasculant le fond de carte associé au millésime le plus ancien. Enfin, une dernière petite fonctionnalité va nous permettre de réinitialiser la vue cartographique au territoire recherché. L'accès aux analyses avancées est toujours le même que sur la version 1 de la plateforme. La présentation des statistiques a été légèrement revue pour présenter et mettre en avant d'abord le pourcentage avant la superficie et faciliter la lecture et la compréhension de ces chiffres. Enfin, la dernière grande nouveauté de la version 2 de la plateforme est la page Comparer. Sur cette page, on va pouvoir venir comparer 2 territoires et consulter les chiffres clés associés à ces territoires. On recherche à gauche son premier territoire, à droite le second territoire, puis on peut apporter une configuration indépendante à chacune des 2 cartes, en termes d'opacité, en termes de niveau de nomenclature et de fond de carte. Les analyses avancées sont également disponibles en comparaison pour chacun des 2 territoires. Enfin, comme sur la version 1, retrouvez la page à propos où sont consignées toutes les informations nécessaires à la compréhension de la base de données, sa nomenclature, les précisions cartographiques, les usages de la donnée et les points d'accès en téléchargement de la donnée depuis la page projet Data Contest. La page Contact vous permet d'adresser toutes vos interrogations, observations et remarques à l'équipe projet. Merci pour votre attention et à très bientôt sur la plateforme OCS GE2. Voilà pour la petite vidéo. Bonjour, je suis Maxime Viter. Je ne sais pas si Xavier voulait intervenir, mais bon, globalement, voilà, moi je suis ingénieur d'études au sein de la société Kermap, donc on a eu en charge notamment l'apport de ces nouvelles fonctionnalités là, durant l'hiver dernier, le début du printemps, donc avec l'équipe projet, mais aussi avec Clara Lévesque de la société OID. Pour essayer de faire remonter un peu toutes les expériences utilisateurs sur la première version de la plateforme, essayer de voir où il y avait des points de blocage, des problèmes de lecture de la donnée, de faciliter, de rendre un peu la plateforme un peu plus fluide. Donc, je pense que ce n'est pas terminé. Il y aura sûrement des choses qui vont remonter au fur et à mesure de l'utilisation. Et vraiment, le but de la plateforme, c'est vraiment de la faire vivre et de continuer à l'alimenter et de poursuivre son amélioration et son appropriation de la donnée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions sur cette nouvelle version ou les fonctionnalités, je peux y répondre, je pense, sur les 5 minutes. Merci beaucoup Maxime. Donc effectivement, hein, n'hésitez pas si vous avez des interrogations, des remarques donc sur les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées
donc courant fin d'année dernière et début de cette année. Alors, première question qui est tout à fait d'actualité par rapport au contexte réglementaire. Donc, on a Marie-Christine Carras, donc du SCOT de Sarrebourg, qui nous demande si les différents critères d'artificialisation intègrent la nomenclature définie dans le décret donc de la loi climat et résilience, le décret donc paru le 29 avril dernier. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Maxime, ou si je réponds directement à la question. Non, en fait, à ce jour, nous ne sommes pas capables. L'artificialisation calculée sur le site, donc déjà les méthodes de calcul, la définition des indicateurs sont disponibles. On a un dictionnaire dans un petit onglet méthode de calcul que vous trouvez en bas de page. Et aujourd'hui, donc, nous ne sommes pas en mesure finalement de calculer cette artificialisation au sens du ZAN et donc de la nomenclature du décret. Il y a un travail qui est en cours, une préanalyse qui a été faite donc sur un pontage entre notre nomenclature et le décret, et donc des travaux qui vont être engagés dans les semaines à venir avec notre prestataire CLS, pour nous permettre en fait de nous conformer à cette nomenclature en 8 postes, et notamment pour pouvoir calculer l'artificialisation au sens du décret. Nous avons besoin de sortir en fait d'identifier et d'extraire la végétation ligneuse des milieux urbains qui, elle, est considérée comme non artificialisée. Et aujourd'hui, notre nomenclature en 53 postes ne détaille pas ces milieux-là. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et nous vous tiendrons informés de toute façon. Vous faites partie du groupe projet au fur et à mesure des avancements de ces travaux. Alors, il y avait une petite question dans le fil chat sur l'export possible des statistiques en CSV. Alors, les comparaisons. Alors, en téléchargement sur la plateforme Data Contest, normalement, vous avez accès aux statistiques brutes de l'occupation du sol pour les 2 millésimes et déclinées par territoire, donc commune, PCI, SCOT, PNR, département et celui de la région. Donc, ce sont vraiment toutes les statistiques brutes qui ont servi au calcul de ces indicateurs-là. Donc, vous pouvez très facilement retrouver 2 territoires qui vous intéressent. En CSV. Hein. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la suite, en sachant que vous pourrez toujours nous questionner tout au long du webinaire et bien sûr a posteriori, on reste à votre disposition. Et si on peut juste renvoyer en parallèle le lien à Marie-Christine, merci. Et donc, je vous propose de passer à la seconde présentation, donc sur le produit tâche artificialisée par Aline Depré, donc de la structure A2S de surveillance satellitaire. Bonjour à tous, je suis Aline Depré, je suis ingénieure de recherche au sein de la plateforme A2S, qui est une plateforme de calcul de l'Université de Strasbourg, et je vais vous présenter le produit tâche artificialisée, qui est un produit d'enrichissement de l'OCS GE2. Ce produit a pour but d'enrichir la connaissance sur le thème de l'artificialisation, et il a pu être réalisé grâce à la collaboration d'un sous-groupe technique d'acteurs du groupe technique de l'OCS GE2. Notre produit se base sur une définition de la tâche artificialisée établie par la plateforme régionale du foncier qui est associée à l'expression d'un besoin. Et le projet a suivi différentes phases en partant d'un lancement en mars 2020 et avec des produits livrés à la région en juin 2022.
Nos travaux se basent sur l'exploitation d'images satellitaires optiques. Donc, les images optiques ont différentes dimensions, une dimension spatiale, une dimension spectrale et une dimension temporelle. Et la particularité de ce produit va être d'exploiter la dimension temporelle des images Sentinel-2, qui sont des images en accès libre avec un pixel de 10 mètres par 10 mètres et une image acquise tous les 5 jours au niveau des terres émergées. Notre produit est en réalité un portefeuille de 4 nouveaux produits qui sont directement consommables avec des outils de cartographie usuels. Le processus de traitement a été réalisé avec une année de référence qui est 2018 et une production d'1 millésime par an. Nous avons exploité toutes les images sans nuage de l'année en cours et à partir de méthodes d'intelligence artificielle, nous avons discriminé les pixels qui appartenaient à la tâche artificialisée de ceux qui n'y appartenaient pas, et ce sur tout le grand test, avec une échelle d'interprétation allant du 1/10 millième au 1/50 millième et une surface minimale détectée de 10 pixels, soit 1000 mètres carrés. En traitant toutes les données de l'année en cours, nous avons pu réaliser un raster de fréquence qui pour chaque pixel correspond au nombre de fois qu'il a été intégré à la tâche artificialisée au cours de l'année. En binarisant le produit précédent et en sélectionnant tous les pixels ayant été intégrés à la tâche artificialisée plus de 50% de fois, nous avons réalisé le raster binaire de la tâche artificialisée. Nous avons ensuite polygonisé ce produit pour obtenir le produit en version vecteur. En parallèle de ça, nous fournissons également une mosaïque d'images S2 sans nuage sur toute la région Grand Est. Nous produisons ainsi un produit tâche artificialisée qui est une source d'alerte pour analyser la dynamique du territoire. Il a de nombreux points forts, notamment le fait d'être objectif et d'avoir une cohérence sémantique. C'est-à-dire qu'une occupation d'emprise militaire qui est une forêt va être vue en tant que forêt et non comme son usage, emprise militaire. Ou alors un golfe, seuls les éléments bâtis du golfe vont être intégrés au produit tâche artificialisée, comme ici en orange. Ou encore des jardins dans le pourtour d'un lotissement ne vont pas être intégrés dans notre produit tâche artificialisée. Un autre de ces points forts va être que notre produit a des contours précis, comme on peut le voir ici, avec une superposition de notre produit avec le scan 25 de l'IGN. On voit également qu'il a la possibilité de détecter de petites surfaces, comme ici avec la détection de nombreuses éoliennes. Le produit a également une fréquence temporelle qui permet de détecter des changements et qui va en faire un système d'alerte pour permettre à l'utilisateur de localiser les zones à inspecter avec plus de détails, comme ici avec ce changement entre 2018 et 2019. La possibilité de détecter des changements réside également dans le fait qu'il y a une cohérence intrinsèque entre chaque millésime. C'est-à-dire que chaque année a été réalisée en effectuant exactement le même type de traitement. On va pouvoir comparer l'évolution de la tâche artificialisée au cours du temps. Ce qui différencie notre produit d'un produit tel que le produit OZO, qui a évolué au cours du temps. Les traitements se sont améliorés, mais en contrepartie, la comparaison entre les millésimes n'est plus possible. Il y a certains points de vigilance à avoir en utilisant notre produit. Par exemple, une sous-détection des surfaces fortement végétalisées, comme le bâti individuel lâche, comme on peut voir ici, ce lotissement qui n'est pas détecté. Ou encore une surdétection de certaines surfaces, comme par exemple les surfaces agricoles sous serre, qui vont apparaître dans la tâche artificialisée, alors que ce sont des surfaces agricoles.
ou une discontinuité de certains polygones, comme les polygones associés au réseau qui apparaissent, comme on le voit ici, sous forme de pointillés. Il y a donc une prise en main du produit qui est indispensable, avec potentiellement un croisement avec d'autres produits. Et ce sera donc à l'utilisateur d'identifier si le changement est significatif. On ne va pas pouvoir quantifier directement les surfaces artificialisées avec notre produit. C'est donc bien un produit qui va permettre d'alerter afin d'analyser la dynamique du territoire, comme on le voit ici avec l'exemple du grand contournement ouest de Strasbourg et son évolution entre 2018 et 2021. Ou encore ici avec l'expansion de la zone industrielle de Hambach en Moselle. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre produit a une base annuelle, régionale et qu'il est spécialisé pour détecter le changement de la tâche artificialisée. Je vous montre ici encore quelques exemples avec l'extension d'un lotissement, la création d'un projet de méthanisation ou encore l'extension d'une gravière. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup Aline pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question de Bertrand Dorner. Est-ce que tu la vois ou est-ce que tu veux que je la pose? Oui, alors c'est bon, je la vois. Donc la réglementation ZAN distingue-t-elle le pavillonnaire lâche et le pavillonnaire dense? Donc oui, alors c'est une question qui était encore plutôt en lien avec les premiers échanges. Écoutez, il ne me semble pas que la distinction soit faite, en tout cas dans la nomenclature. On va pas dans ce niveau de détail sur la morphologie finalement de l'habitat. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation du produit tâche artificialisée? Donc la plupart d'entre vous avaient suivi les étapes exploratoires et ensuite de production. Et donc, on s'avance un petit peu sur la conclusion, mais on peut dire que les données seront à votre disposition sur Data Grand Est d'ici la fin du mois de juillet. Vous en serez avertis par mail. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de réactions, je remercie une nouvelle fois Aline, et puis qui se tient évidemment à votre disposition s'il y avait des questions par la suite. Et je vous propose de passer au troisième point de l'ordre du jour. Donc là, on est plutôt sur un retour d'usage. Donc avec l'intervention de Thomas Demol de l'agence Scalen, qui va nous présenter son exploitation des données d'occupation des sols, Grand Est à grande échelle, dans le cadre de l'élaboration du PLUI du Grand Nancy et plus particulièrement pour la mesure de la consommation des ENAF, en sachant que sur le site Data Grand Est, vous retrouverez aussi une autre présentation de cas d'usage de sa part, donc plutôt sous l'aspect détermination de coefficient de pleine terre, toujours dans le cadre de l'élaboration du PLUI du Grand Nancy. Bonjour Thomas Demol, vous êtes chargé d'études à l'agence Scalen. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte vous exploitez l'occupation des sols Grand Est à grande échelle? Bonjour, alors à l'agence on utilise la PDOCS et GE2 depuis sa parution au printemps 2021. On l'utilise sur différents territoires du sud Lorrain à différentes fins, et notamment pour l'élaboration du PLUI de la métropole du Grand Nancy. On en a fait un usage très classique qui est la mesure de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers qu'on appellera ENAF. Le reste, ce sont les ENAF qui sont devenus urbains ou inversement au cours de période. On a besoin de quantifier cette évolution, mais aussi de la qualifier pour savoir quel type d'espace on a consommé et à quels usages on les a affectés. On a fait ce travail sur 2 périodes. La première, c'est la décennie qui précède l'arrêt du projet de PLUI.
C'est une disposition de la loi Allure qui s'applique à tous les territoires qui élaborent ou qui révisent un PLUI. Et dans le cas du Grand Nancy, la période d'analyse, c'est 2013-2023. On a une seconde période qui correspond, elle, à celle de la période de référence de la loi Climat et Résilience, soit 2011-2021, qui, elle, est commune à tous les territoires. Habituellement, on utilise les fichiers fonciers pour mesurer la consommation des ENAF. Pourquoi avoir choisi de s'appuyer sur l'occupation du sol? Alors, avant la parution de la BDOCS, on utilisait principalement 3 sources de données pour mesurer la consommation foncière sur le territoire du Grand Nancy. La première, c'est les orthophotographies de l'IGN. La deuxième, c'est effectivement les fichiers fonciers du CEREMA. Et on avait en complément le bâti cadastré. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers fonciers, ils ne sont pas faits initialement pour mesurer, enfin, ce n'est pas un MOS, on ne peut pas mesurer la consommation foncière efficacement, on ne peut pas descendre au niveau infra-parcellaire, et on n'a pas non plus une couverture complète de l'occupation des sols, seulement les parcelles cadastrées. Donc, il y a quand même des lacunes quand on utilise les fichiers fonciers. Aussi, on a préféré utiliser un MOS qui couvre l'ensemble du territoire, et notamment l'ensemble du territoire régional maintenant, et qui permet des comparaisons. On n'a pas laissé tomber pour autant les 3 bases qu'on utilisait auparavant. Elles servent de complément, mais la base principale de travail, c'est bien l'OCS GE2. Alors, le changement de méthode, il nous a amené à nous pencher un peu sur la base, à vérifier notamment les évolutions constatées entre 2009 et 2018 pour nous en Meurthe-et-Moselle. Bon, les évolutions se sont avérées assez conformes à nos mesures antérieures. Et surtout, on s'est penché sur un poste en particulier qui est celui des espaces en mutation. Alors, ce sont des espaces qui sont considérés comme artificialisés, qui correspondent principalement à des chantiers, à des sols remaniés, à des dépôts de matériaux ou à du stockage temporaire. Alors, ce n'est pas un poste négligeable, parce que pour le Grand Nancy, il représente quand même 30 hectares d'ENAF qui ont été consommés entre 2009 et 2018. Donc, on a cherché à préciser ces informations sur la base de nos connaissances du territoire et sur la base d'informations ultérieures, comme des photos aériennes ou d'autres informations de ce genre. Et quelle méthode avez-vous utilisée pour rectifier ces espaces en mutation? Alors, on a fait du cas par cas, en fait, et on a rencontré 2 cas de figure. Soit l'espace a effectivement entraîné une consommation d'ENAF, auquel cas on le reclasse dans le poste correspondant, soit habitat, économie, équipement, etc. Et il s'agit là d'une simple précision. Ça n'entraîne pas de consommation d'ENAF supplémentaire, qui a été mesurée par le CSGE2, et on a requalifié ainsi une vingtaine d'hectares pour donner un volume. L'autre cas de figure, c'est quand l'espace en mutation est resté dans le domaine agricole, naturel ou forestier. Donc là aussi, on le reclasse dans la catégorie correspondante, mais cela affecte la consommation d'ENAF mesurée par l'OCSGE2. Donc en général, il s'agit de petites surfaces plutôt dispersées qui correspondent à du stockage agricole, notamment des tas de fumier, ou à des remaniements de sol sans construction intérieure. Et on a reclassé ainsi environ 7 hectares de terrain artificialisé en ENAF. Et il y a un troisième cas de figure que j'ai oublié de mentionner sur le diaporama, c'est si évidemment l'espace en mutation est inqualifiable, on le laisse dans la catégorie espace en mutation. C'est environ 3 hectares qui ont été laissés dans cette catégorie. Donc, toute modification comprise, on constate un écart final de 8 hectares entre la consommation d'ENAF donnée par le CSGE2 et la version rectifiée. Donc, en relatif, c'est une différence de 5% à peine. Donc, vous l'avez souligné, la période de référence issue, de mesure de la consommation issue de la loi Climat et Résilience et sur la période 2011-2021. Par contre, les millésimes disponibles de l'occupation des sols sont 2009 et 2018 pour la Meurthe-et-Moselle. Donc, comment arrivez-vous à extrapoler finalement sur la période considérée? Alors, donc, sur la base des données rectifiées de 2009-2018, on a utilisé des fichiers fonciers et le millésime 2022 du cadastre pour retrancher ou ajouter soit les parcelles urbanisées avant 2011, soit les parcelles urbanisées après 2018. Donc, au final, on obtient une consommation moyenne annuelle entre 2011 et 2021 qui ne diffère que d'un demi-hectare par rapport à la consommation entre 2009 et 2018 mesurée par l'OCSGE2. Donc, pour un territoire qui a une consommation, enfin une urbanisation linéaire, on aurait presque pu extrapoler la tendance annuelle de l'OCS. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'on utilisera la même méthode pour la période 2013-2023. Et alors maintenant, quel bilan pouvez-vous tirer de ce travail? Eh ben, pour ce travail, du coup, la BDOCS s'est révélée un outil particulièrement fiable et très approprié pour mesurer la consommation d'air, au moins sur le territoire du Grand Nancy. Et aussi, le fait de disposer d'un outil maintenant partagé à l'échelle de l'ensemble de la région permettra d'utiliser la même méthode de comparaison, de mesure des ENAF
et aussi de partager des méthodes d'enrichissement comme l'extrapolation à des périodes ultérieures. Un autre point positif donc de l'outil, c'est que désormais il est contributif grâce à GeoContrib et que les modifications que nous avons apportées ne serviront pas juste à la métropole ou à Scalen, mais elles pourront bénéficier à l'ensemble des usagers grâce à leur remontée d'informations à GeoContrib, donc, qui pourront être intégrés pour les millésimes suivants, qui pourront servir à éviter certains biais et à parfaire la donnée. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc merci Thomas pour cette présentation très intéressante, puisqu'on peut voir concrètement comment est utilisée l'occupation des sols par les territoires et les différentes structures. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation ? Alors, j'ai pu voir passer une, je pense, qui faisait référence à la présentation d'Aline, une question de Julia Pighetti sur le sens de l'artificialisation. Donc, c'est vraiment la définition de la plateforme régionale du foncier qui avait été prise en considération au moment des démarrages des travaux, donc en 2019 ou début 2020, si ma mémoire est bonne. Mais je laisserai peut-être aussi Aline compléter. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions sur l'intervention de l'agence Scalen, je vous propose de passer au dernier point à l'ordre du jour, ce qui nous permettra aussi peut-être d'avoir plus de place aux échanges après. Alors, je vois juste des questions que je n'avais pas vu passer. Donc, une question, est-ce que les PPA utilisent la donnée au CSG2 pour le calcul de la consommation foncière ? Alors, à ma connaissance, oui, certaines DDT l'utilisent. Et puis, je laisserai Thomas répondre. Et une deuxième question, avez-vous comparé votre résultat à celle de l'Observatoire du CEREMA? Et si oui, quelles sont les différences? Je ne sais pas, Thomas. Alors, effectivement, on a comparé les résultats avec qui sont sans conseil d'adaptation. Notamment, un système fonctionnel. Alors, je me permets de vous couper. On vous entend pas très bien, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a un souci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est du 7 juillet que nous consacrons à l'occupation du sol. Je suis Antoine Richard, chef de projet Data Grand Est, et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle application. Alors, je crois que Thomas, vous allez répondre peut-être par écrit, ce sera plus simple. Alors, je vous propose du coup de passer à la dernière présentation de la journée, donc sur les nouveautés. Donc, présentation par notre collègue de Data Grand Est de l'outil GeoContrib qui a été mis en place et qui va vous être ouvert pour vous permettre en fait de nous remonter des anomalies sur la donnée. Donc aujourd'hui, les premières données départementales, donc ça fait quasiment 2 ans qu'elles sont disponibles. L'ensemble des données au niveau de la région depuis fin 2021. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous mettre à disposition donc cet outil jusque fin octobre à peu près pour permettre à notre prestataire donc d'intégrer les retours dans une V2 de l'occupation des sols, mais je ne vais pas trop m'étendre et je vais laisser Antoine Richard nous présenter tout cela. Juillet, que nous consacrons à l'occupation du sol. Je suis Antoine Richard, chef de projet Data Grand Est, et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle application pour signaler une anomalie sur la base de données d'occupation du sol. Alors, nous avons mis en place une nouvelle application qui a été développée par la société NeoGeo, qui est également utilisée dans d'autres régions ou dans d'autres organisations. Cette application, elle est en place sur la plateforme Data Grand Est depuis quelques temps et aujourd'hui, en fait, nous l'ouvrons officiellement avec ce premier projet pour l'occupation du sol.
Et bien sûr, cette application pourra resservir à d'autres projets de cartographie collaborative. Alors, pour accéder à l'application de signalement des erreurs, donc c'est très simple, il faut vous authentifier sur le site internet Data Grand Est. Donc, rendez-vous sur le site internet datagrandest.fr et puis ici, cliquez sur Se connecter. Vous entrez ici vos informations de connexion, vos logins et votre mot de passe. Alors là, moi, j'utilise un compte de test pour ne pas avoir les accès administrateurs. Et donc, nous précisons que l'accès à cette application GeoContrib se fait impérativement par authentification pour ne pas que cette application soit ouverte à tout le monde et que n'importe qui puisse aller saisir des informations de signalement. Une fois que vous êtes donc authentifié, on voit ici mon nom. Rendez-vous sur la page Projet, Occupation du sol. Une fois que vous êtes ici, vous voyez ici, nous avons ajouté un 4e bouton qui s'appelle Signaler une anomalie. Vous cliquez dessus et donc ici, voilà, vous arrivez sur le portail GeoContrib. Aujourd'hui, nous avons un seul projet qui est ouvert, qui est disponible, c'est celui que nous présentons actuellement, mais au fur et à mesure, vous aurez donc certains projets et selon les droits qui vous sont affectés, vous pourrez contribuer à tout ou partie de ces projets. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc cette application de signalement des erreurs sur la base de données OCS entre les millésimes 2010 et 2019, vous voyez ici, donc nous avons rédigé quelques précautions d'usage, notamment par rapport à l'échelle de constatation des erreurs qui est du 1500e en milieu urbain et du 3000e en milieu rural. Et nous vous demandons aussi d'être vigilant par rapport à l'orthophoto que vous allez utiliser pour constater les erreurs, hein. Donc pour rappel, millésime orthophoto 2010 avec millésime orthophoto OCS 2010 et même chose pour la version 2019. Voilà. Merci pour votre vigilance. Vous arrivez ici sur le tableau de bord de cette application où vous retrouverez les précautions d'usage que nous avons déjà évoquées et aussi une carte d'emprise des anomalies qui sont remontées. Nous avons plusieurs fonctionnalités spécifiques au modèle collaboratif, avec par exemple ici le nombre d'utilisateurs qui peuvent participer au signalement d'anomalies. Donc nous avons ajouté les 1500 utilisateurs de Data Grand Est. Nous avons aussi les derniers signalements et les derniers commentaires qui ont été publiés. Donc actuellement, il n'y en a pas puisque l'application vient seulement d'être ouverte. Mais au fur et à mesure que vous nous ferez remonter des anomalies, vous verrez ici les derniers commentaires publiés et ici les indicateurs de suivi du nombre de signalements publiés. Dans le bas de page, nous avons ici les paramètres du projet, mais là c'est plus des paramètres d'administration que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Alors, vous avez deux modes. Vous avez un mode de consultation des données que je vais présenter maintenant, et puis un mode pour saisir des données. Alors, pour consulter des données, vous pouvez cliquer sur le bouton vert ici, voir tous les signalements. Alors, vous arrivez ici sur l'interface cartographique qui vous permet de consulter les données occupation du sol, mais aussi les données sur les signalements d'anomalies qui ont déjà été remontés par les utilisateurs. Alors, vous avez ici un petit bouton qui permet de déplier la table des matières de cette application cartographique. Et cette table des matières, elle est organisée en deux blocs de données. Donc, il y a un bloc millésime 2010 qu'on voit ici, et un bloc millésime 2019 qu'on voit ici un petit peu plus bas. Alors, cette logique de bloc de données, en fait, ça vous permet de ne pas croiser les millésimes d'occupation du sol et d'orthophoto. Par exemple, là, j'ai activé le bloc millésime 2010. Donc, je vois l'orthophoto 2007-2010 qui correspond à la couche OCS occupation 2010. Et quand je vais cliquer sur la carte, je suis sûr de consulter les données sur la couche de zone OCS et pas sur celle 2019. Voilà. Donc au niveau du contenu de cette application, donc vous avez des toponymes, ce sont les noms des villes, des voies et des cours d'eau que nous pouvons retrouver, l'occupation du sol, la photographie aérienne et puis le fond de plat OpenStreetMap. Alors je vais zoomer quelque part dans le Grand Est, par exemple sur ce village ici, et donc je peux gérer la transparence de la donnée. Et ici, je vois bien donc l'occupation 2010 superposée à la photographie aérienne 2007-2010. Et si je clique par exemple sur cette zone, ici, là, ce que je consulte, c'est bien la fiche attributaire
d'une occupation du sol 2010 avec le contenu donc des attributs sur lesquels je pourrais faire des signalements. Nous retrouverons donc exactement le même principe de fonctionnement avec le bloc de données 2019 et ça permet donc de ne pas croiser la visualisation de l'occupation 2010 avec l'orthophoto 2019 par exemple. Alors, actuellement, il n'y a pas de données de signalement qui sont créées dans cette application puisque nous sommes en production. Par contre, quand il y en aura, en fait, vous aurez un moyen de les consulter tous sous forme de liste. Vous voyez ici avec ce petit bouton-là. Et donc là, en fait, vous verrez la liste de toutes les anomalies qui ont été remontées et vous pourrez donc les filtrer par statut. Voilà, avec différents statuts publiés, en attente de publication ou archivés, ou alors faire des recherches par mots-clés si c'est vous qui l'avez publié, ou alors si vous voyez un nom de ville par exemple, vous pouvez ici utiliser cette fonctionnalité de recherche par mots-clés. Donc à tout moment de cette consultation, vous avez la possibilité de créer une anomalie sur l'occupation du sol en utilisant le petit bouton plus ici. Donc ce petit bouton plus, il est disponible sous forme dans la vue liste, mais il est aussi disponible dans la vue carte. Vous arrivez ici sur le formulaire de création d'une anomalie. Alors il s'agit d'un formulaire assez complet, mais que nous avons essayé de simplifier. Donc vous avez tout d'abord ici des informations sur l'anomalie occupation du sol que je vais remplir. Voilà, donc un test pour cette démonstration. Ici, une interface cartographique où vous allez devoir positionner le point où se trouve l'anomalie. Donc par exemple sur cette zone-là, voilà, je constate qu'il y a des créations de maisons à cet endroit-là. Donc j'utilise ici l'outil dessiner un point, voilà, que j'ai activé. Donc maintenant, vous voyez ici, je peux positionner un point que je positionne donc ici. Voilà, donc là j'ai créé le point dans la base de données des signalements. Et puis ici, donc nous avons les informations relatives à la nature de l'anomalie sur l'occupation du sol. Donc c'est une anomalie qui concerne le millésime 2010. C'est un type soit sémantique si ça concerne donc les attributs des données, ou alors une erreur géométrique si ça concerne plutôt la forme des polygones. Donc dans mon cas, c'est une erreur géométrique. L'échelle de constatation, donc nous sommes en milieu rural, donc c'est du 3 millième. Des observations, je vais noter maison construite. Le nouveau code que je propose pour cette zone-là, donc nous sommes en milieu artificialisé, donc c'est 1. Email du dépositaire, donc ça c'est le mien. Voilà, ça nous permet donc de vous recontacter pour analyser plus en détail l'anomalie que vous venez de nous transmettre. Et puis ici, vous avez la possibilité donc d'ajouter une pièce jointe. Voilà, ça nous sera très utile pour qualifier cette anomalie. Par exemple, une photo, un plan, quelque chose de plus précis, par exemple. Donc là, voilà, vous avez ici la fonctionnalité d'ajout de pièce jointe. Donc, vous pouvez aller ici, hop, déposer une image et ici enregistrer vos changements. Voilà, donc là, ce que je viens de faire, je viens de créer une anomalie dans la base de données. On retrouve bien ici le point géographique que j'ai créé tout à l'heure. Ici, ma photo avec les maisons qui sont construites. Et donc là, l'ensemble des champs du formulaire sur le signalement d'anomalie. Alors maintenant, nous allons vous présenter donc le processus de qualification de ces anomalies. Donc quand une anomalie est signalée, comme par exemple celle que je viens de faire, il y a un email automatique qui est envoyé aux administrateurs du projet, et notamment à Amandine et Xavier, donc, qui sont les pilotes du projet Occupation du sol, voilà, pour les avertir qu'un nouveau signalement a été déposé par un utilisateur. Dans un deuxième temps, il y aura une phase d'analyse avec voilà, une qualification très précise des signalements qui ont été déposés par vous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre email pour vous recontacter, pour discuter en détail des anomalies que vous avez déposées. Et puis dans un troisième temps, donc,
un statut, voilà, est-ce que cette anomalie entraîne une correction ou est-ce que cette anomalie n'en entraîne pas? Et donc, nous transmettrons toutes ces informations donc, à notre prestataire qui produit les données d'occupation du sol. Alors, l'application sera ouverte donc jusqu'au 31 octobre 2022 et puis les données corrigées le seront d'ici la fin d'année 2022. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@datagrandest.fr ou alors ocs@datagrandest.fr si vous voulez que vous adresser au groupe projet. Et donc, nous sommes disponibles maintenant pour répondre à vos questions. Merci pour votre écoute et bonne continuation sur Data Grand Est. Eh ben, merci à Antoine. Donc, est-ce que des questions se portent sur cet outil? Donc, je vois dans les échanges qu'il y a pas mal de questionnements par rapport à la présentation de l'agence Scalen et Thomas y répond directement. Alors, s'il n'y a pas de questions spécifiques sur l'outil, mais je pense qu'on aura aussi l'occasion de rééchanger suite à sa disponibilité avec vous. En tout cas, si vous avez besoin d'assistance pour nous faire remonter des anomalies, nous restons bien sûr à votre entière disposition. Et puis, comme le disait Antoine, l'outil est d'ores et déjà à votre disposition. Ça nécessite juste, en tout cas c'est très important, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'êtes pas authentifié. Et de toute façon, on reprendra contact avec vous durant la phase d'analyse des différentes remontées et qui seront ouvertes comme ça a été mentionné, jusqu'au 31 octobre. Et alors, pour répondre à Smaïl, non, la date du 31 octobre ne correspond pas à la date de début de travail sur le nouveau millésime. Là, en fait, les données, les remontées, une fois analyses, seront intégrées pour produire finalement une V2 de l'OCS. Et en parallèle, ça fait une bonne aussi transition avec la conclusion, nous allons engager dans les semaines à venir, plutôt pour la rentrée, une consultation pour pouvoir mettre à jour les données pour les millésimes 2021-2022. Alors, pour une amélioration continue, effectivement, ça pose la question de pouvoir faire des remontées plus tard. Malheureusement, il faut bien aussi fixer une deadline pour pouvoir nous permettre, et notamment aux prestataires, d'intégrer toutes ces remontées, puisque finalement, ça aura une incidence marginale, certes, mais sur la donnée et donc tous les indicateurs qui en découlent et notamment tous les produits et services qui sont aujourd'hui à votre disposition. Et je pense notamment au portrait de territoire, aux statistiques prêtes à l'emploi, etc. Donc, je vous propose de conclure. Alors, on va juste revenir sur la présentation. Alors, pour répondre à Jean-Marc, est-ce que donc les corrections validées seront identifiées dans la V2 ? Alors, identifiées en tant que telles, je ne pense pas que c'était envisagé, mais par contre, on pourra éventuellement, oui, insérer un champ V2 pour que vous puissiez analyser les polygones qui ont été repris. Je pense que c'est possible en tout cas. Alors, pour conclure, et puis je reviendrai après sur les questions, une première partie de conclusion. Déjà, donc, on remercie tous les intervenants de la matinée pour nous avoir présenté finalement les dernières nouveautés de l'actualité de l'occupation des sols Grand Est à grande échelle. Donc, comme on le disait au préalable, la diffusion du produit tâche artificialisée, donc pour les 4 millésimes, se fera dans les semaines qui viennent, là, sous format vectoriel, mais aussi raster.
avec éventuellement des services complémentaires avec la mise en ligne. On envisage la mise en ligne d'un outil de visualisation de ces données. Et en parallèle, donc, on continue les travaux avec A2S, donc avec Aline Depré et Anne Puissant, notamment sur des travaux exploratoires, donc sur la qualification des prairies. Donc là, des premiers tests sont en cours et un groupe de travail est prévu en octobre, la date restant à définir. Donc, la majorité des questions portées aussi sur l'actualité, avec notamment la loi climat et résilience, l'atteinte du ZAN, la nomenclature qui est parue récemment. Donc, comme on le disait, on suit cela de près. On avait fait un mail d'information sur le sujet il y a quelques semaines pour vous dire qu'on avait eu plusieurs réunions d'échange avec la DGALN et qu'on entamait donc des travaux pour se conformer en fait à cette nomenclature et pouvoir calculer l'artificialisation au sens de la réglementation. Donc là, les travaux vont démarrer aussi très prochainement. Par rapport aux remontées d'anomalies, je ne répète pas l'intervention d'Antoine ni ce que je viens de vous dire. Et donc, comme je le disais, la mise à jour 2021-2022 de l'occupation des sols, puisque les photographies aériennes sont disponibles, devrait démarrer d'ici la fin de l'année. Alors, je laisse peut-être la parole à Xavier sur le prochain rendez-vous qui est prévu et puis ce qui nous laissera aussi encore le temps de répondre aux dernières questions. Oui, donc Amandine, notre prochain rendez-vous est prévu le 8 septembre au matin, donc pour réunir l'ensemble des participants et des parties prenantes du projet. Donc, notamment au travers de la présentation de l'outil de comparaison occupation du sol, afin de mieux connaître les potentialités d'exploitation de cette nouvelle fonctionnalité qui est très riche. Et également aborder la question du calcul des ENAF, donc sur les emprises naturelles, agricoles et forestières avec l'occupation du sol. En vue de mieux harmoniser les pratiques, notamment dans l'esprit des enjeux qui sont ceux du SRADET, afin de partager nos retours d'expérience en commun. Aborder également la façon dont les remontées sur GeoContrib nous parviennent et sont traitées par l'équipe projet, puisqu'elles auront été engagées depuis le mois de juillet, donc sur les premiers mois de sa mise en œuvre. Nous aborderons également de nouveau le pontage sur la loi climat et résilience, avec un point d'avancement donc sur la mise en correspondance des postes restants à mettre en conformité avec le décret qui sera réalisé par le producteur CLS et la façon dont ces nouvelles informations vont pouvoir s'intégrer dans le modèle occupation du sol. Et puis, également, en dernier lieu, faire le point d'avancement sur la mise à jour de cette base de données occupation du sol, qui intégreront toutes les évolutions en cours depuis les opérations de pontage, les emprises militaires, pour produire cette version. Voilà, pour cette perspective de rendez-vous à la rentrée. Oui, merci Xavier. Donc, je répondais juste à la dernière question en parallèle à Pauline Barrier. Donc, finalement, le groupe de travail Prairie est constitué de certains acteurs qui en ont exprimé la volonté on avait fait un appel à participation au sein du groupe OCS. Donc, on va revenir vers vous pour vous donner le détail précis. Et effectivement, si vous avez des données tests à nous transmettre, on va reprendre contact avec vous. On est bon sur le timing, donc c'est parfait. Donc, je pense qu'on peut déjà remercier tous les intervenants, vous remercier aussi pour votre participation. Et puis, vous donner rendez-vous pour le groupe projet le 8 septembre, donc en visio de 10h à midi. On vous communiquera les liens. Et puis, très prochainement, pour un webinaire plus large
peut-être d'ici la fin de l'année pour vous informer des derniers avancements. Voilà. Merci et bonne journée à tous.